Sans le vouloir, vous êtes devenu critique culinaire. Une connexion internet et vous pouvez donner votre avis sur le dernier restaurant que vous avez fait. Petite sauce, petite patate, petit vin. Mais il y a 200 ans, donner son avis, 1. Les gens avaient clairement autre chose à faire. 2. C'était réservé à une élite qui avait le temps. En bref, aujourd'hui, on va parler des vendeurs de pneus, des aristos déchus, des journalistes, bref, ceux qui sont capables de faire trembler des restaurants. Alors comment on est passé d'un jury de nobles qui se goinfre à l'œil aux algorithmes? Let's go dans le monde de ceux qui ne cuisinent pas, mais qui jugent. Générique. Alors d'abord, il va falloir définir le terme de critique culinaire. C'est pas simplement toi tu ouvres, toi tu fermes. Les critiques gastronomiques sont souvent des journalistes qui analysent la cuisine comme un objet culturel. Ils jugent la technique, le goût, le cadre, le service et le rapport qualité-prix. Leur but principal, c'est de guider le lecteur dans le choix immense de restaurants et de faire évoluer la gastronomie en encensant le génie et en sanctionnant la médiocrité. C'est un médiateur entre le restaurant et les clients. Sauf que le médiateur, il a pris le pouvoir. Tout commence à la Révolution, après la création des premiers restaurants, comme on en a parlé dans la première vidéo. Avec l'ouverture des premiers établissements, arrive le premier critique culinaire. Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière. Notre cher Grimaud de la Reynière est né en 1758 dans une famille de bons vivants et de collecteurs d'impôts sous Louis XIV. Avantage, ça gagnait un max de pognon et ça mangeait bien à la maison. Désavantage, il lui manquait littéralement des doigts. Et un infirme, chez les nobles, ça fait tâche. Il est clairement rejeté par toute sa famille et ça va lui donner un caractère de salopard. Je vous fais un petit florilège des plus grandes dingueries qu'il a fait. Il a organisé par exemple un repas avec 17 personnes de la haute. Pour les invités, il a envoyé un faire-part de décès et quand ils sont arrivés, le repas était servi sur un présentoir à cercueil. Il a aussi créé la recette du rôti sans pareil. C'est une espèce de rôti où il a imbriqué 17 oiseaux du plus petit au plus grand les uns dans les autres et qu'il a mis dans un gros four. Nota Bene en parle très bien. Et pour finir, il a organisé ses propres funérailles. Et quand les invités sont arrivés, il attendait tout le monde au milieu d'un grand banquet. Bonne vanne, Grimaud. En janvier 1803, il lance l'Almanach Gourmand. On dit que c'est le premier guide gastronomique pour faire le tri dans les restaurants parisiens. Alors, c'est discutable, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, c'est lui qui a fait le plus de ventes. La première édition est simplement un recueil de recommandations d'un gars solo qui aime la bonne chair. Et ça a cartonné. Avec ce succès, Grimaud voit arriver chez lui des artisans avec leurs produits pour pouvoir en parler dans son livre. Son projet prend une autre dimension en constituant un groupe de petits coquins, le jury dégustateur, qu'il réunit chez lui chaque semaine. Il est constitué d'aristos, d'hommes de lettres et même d'un médecin pour légitimer leur jugement. Mais c'était clairement pas des saints, c'était peut-être même la première mafia culinaire. Le système était clairement limite. Les artisans devaient envoyer gratuitement leurs produits pour qu'ils puissent être jugés et éventuellement en parler. C'était la règle. Pas de plat, pas de papier. Pas de papier, pas de papier. Évidemment, à l'époque, la presse l'accusait ouvertement de raquette. Grimaud a gratté des pages et des pages. Il a tellement pris la confiance qu'il a dit que son jury était trop riche pour être corrompu. La vérité, selon son biographe Ned Rival, même s'il n'y avait pas d'argent sale, il y avait une terreur psychologique. Les artisans étaient terrifiés à l'idée d'être oubliés. Tout ça a duré jusqu'en 1813, année du dernier tome de l'Almanach. Après lui, au 19e siècle, les critiques sont plutôt des théoriciens, comme Brillat-Savarin, ou des journalistes, comme Charles Moncelet, mais qui n'avaient pas son niveau de cynisme dans l'écriture. Pour que la critique redevienne respectable, qu'elle sorte des salons parisiens et qu'elle aille voir en province, il fallait quelqu'un d'honnête. Une personne respectable, une personne qu'on ne soupçonnerait jamais de manger à l'œil. Il fallait un prince. Et ce prince, c'est Kurlansky. Maurice Edmond Saillant. Il arrive à Paris à l'âge de 18 ans pour une carrière littéraire. Dans les années 1890, l'Alliance franco-russe développe une hype autour de la culture slave et ça va définir son pseudo. Lors d'une discussion, on lui conseille de choisir un nom finissant par ski. Le mec maîtrise quand même le latin. Il décide donc de s'appeler, pourquoi pas, Ski. Cur, non, ski. C'était un écrivain avant tout, pas très reconnu pour son travail. Mais par contre, il a une passion, la gastronomie. C'est tellement une bûche dans son domaine qu'en 1927, il va être validé par un groupe de chefs et de journalistes qui va le nommer officiellement Prince des gastronomes. Rien que ça. Grand prince. Oh, à la classe. C'est un titre qu'il gardera à vie. Contrairement à Grimaud, il ne descend pas les maisons. Il n'en parle tout simplement pas. C'est un critique qui recommande des adresses à travers la presse ou les guides qu'il crée, comme la France gastronomique, qui avait pour vocation à sortir un tome par région. Pour l'anecdote, le gars a regroupé l'ensemble de ses voyages et de ses tomes dans un maxi-livre, Le Trésor gastronomique de France. C'est d'ailleurs cet ouvrage qui a servi de base pour la première loi sur les AOC, qui à la base ne concernait que les vins. Son impact a été énorme pour deux raisons. 1. La simplicité. Il détestait tout ce qui était compliqué. Il avait d'ailleurs une plume cinglante pour toutes les recettes lourdes et les intitulés pompeux. À la royale, à la princesse, financière, etc. D'ailleurs, sa phrase culte est « La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont ».
Il a défendu une cuisine de terroir, une cuisine paysanne, contre la cuisine pompeuse et codifiée des palaces que soutenait Auguste Escoffier. 2. Le tourisme. C'est bien lui le premier qui a compris que la gamelle et le voyage, ça allait ensemble. Il a parcouru la France pour répertorier les auberges de province et défendre la cuisine des régions. Il a littéralement inventé le tourisme gastronomique. Avant lui, on mangeait à Paris. Après lui, on mangeait en Bourgogne, dans le Périgord ou en Bretagne. Vous savez, nous Français, nous sommes fâchés avec la géographie. Cet amour du voyage et surtout de la voiture, il le tient d'une expérience professionnelle dans la publicité où il a donné la parole à un personnage qui lui volera la vedette en tant que critique gastronomique, le Bibendum. André et Édouard Michelin ont monté une petite boîte en 1989 pour vendre des pneus. En 1900, il y a environ 3000 voitures en circulation, mais les gens ne roulent pas. Or, pour vendre des pneus, faut brûler de la gomme. Donc, faut faire des bornes. Les voitures ne sont pas très fiables à l'époque. Et pour rassurer les automobilistes, ils éditent un petit guide rouge offert gracieusement aux chauffeurs quand ils achètent des pneus Michelin. Dedans, ils indiquent des garages, des médecins, ajoutent des cartes et donnent des conseils pour la voiture, pour la réparer ou faire son plein. À partir de 1920, ils y ajoutent des restaurants, des hôtels qui seront notés d'1 étoile pour les meilleurs entre 1926 et 1931, puis notés avec le système 3 étoiles qu'on connaît encore aujourd'hui. Les critères des étoiles étaient basés sur ceux du voyage. 1 étoile vaut l'étape, 2 étoiles vaut le détour, 3 étoiles vaut le voyage. À partir de 1933, ils officialisent le métier d'inspecteur en tant que salarié et défendent une critique culinaire sans corruption. Ces inspecteurs sont anonymes, payent leurs notes et grâce à eux, Michelin fait planer un doute permanent qui impose une qualité soutenue. Leur ligne éditoriale rejoint la vision d'Escoffier. Rigueur, codification, constance. Seulement, les inspecteurs classent les restaurants, mais ne donnent aucun avis. Seulement des petits icônes à côté du nom des restaurants. Et avec cette méthode très premier degré, le guide Michelin commence à sentir le vieux. Alors, durant les années 60, c'est le moment pour 2 journalistes de sortir leur épingle du jeu. Enrigo et Christian Millot, ce sont 2 journalistes qui lancent leur propre magazine en 1969, qui deviendra le guide connu en 1972. Ils sont plutôt dans la vibe de Kurmanski. Leur approche est radicalement différente. Ils notent sur 20, donnent des tocs et rédigent des avis avec un style beaucoup plus détente. En 1973, ils réalisent leur grand coup de maître. Ils théorisent la nouvelle cuisine. Faut clairement qu'on y dédie une vidéo complète parce que ça a créé un bordel. En tout cas, ils en rédigent les 10 commandements qui changera la face de la culture gastronomique mondiale. Grâce à leur travail de journaliste, ils ont fait popper sur la scène médiatique des chefs comme Paul Bocuse, Michel Guérard ou les frères Trois Gros, qui sont devenus les ambassadeurs de cette nouvelle cuisine. Ils la proposaient déjà dans leur restaurant avant qu'elle soit théorisée par Goemio. Mais ce pouvoir, il a un coût. Dans les années 90-2000, la pression des critiques et des guides gastronomiques fait vendre. Et clairement, elle devient inhumaine. L'exemple tragique, on est un peu obligé d'en parler, c'est Bernard Loiseau, un chef flamboyant qui a dédié sa vie à la perfection et dont les reportages ont envahi nos écrans. Faut voir les vins qu'ils buvaient, là. Là, on en a des Volnay-Frémier, des 57, des Chambertin Claudie Ruchot de 53, des Magnum de Louis Roederer 55. Et en plus de tous ces vins-là, on leur servait un Beaujolais en fraîcheur servi tout au long du repas. C'est-à-dire que nous, maintenant, on boit un peu de vin, mais on a un verre d'eau à côté. Tandis qu'eux, ils avaient un verre de Beaujolais par-dessus le Chambertin. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas la même époque, hein. Ils arrivent, ils s'installent, ils disent alors l'oiseau, c'est pas trop riche, c'est pas trop gras, c'est pas trop sucré, c'est pas trop salé, merde, quoi. On vient ici, c'est pour faire la fête, quoi. C'est pas pour commencer à faire du régime. Selon Dominique Loiseau, sa femme, c'est dans un contexte de pression globale de la part des critiques gastronomiques qui veulent faire sensation et des guides qui jouent des effets d'annonce pour faire vendre que Bernard Loiseau s'est donné la mort en février 2003. C'est un électrochoc pour les chefs qui pointent du doigt la responsabilité des critiques et qui rappellent que derrière un restaurant, il y a des personnes qui vivent pour leurs établissements et que tout ceci n'est pas un jeu. Heureusement, cette vague de colère, elle va permettre de mettre en avant une nouvelle vision de la critique culinaire portée par des journalistes qui prennent le pouvoir. Parmi eux, on peut citer Gilles Pudlowski, une encyclopédie vivante qui peut faire des réputations, François-Régis Gaudry, très connu, pas toujours tendre dans ses critiques, mais qui sont estimées bienveillantes et justes, même si on va se rappeler de sa critique sur Maurice Sacco quand il a eu son étoile en 2021. J'ai testé en même temps que le guide Michelin son restaurant. En aucun cas, j'aurais donné une étoile à Maurice Sacco. J'y ai mangé l'un des pires plats de la rentrée. Ou encore Raphaël Marchal, une chroniqueuse, autrice, avec une vision très positive de la critique et toujours proche des chefs. Leurs plumes ont inspiré cette nouvelle génération de critiques que nous sommes devenus, vous et moi. On va évidemment parler de ce bel outil qu'est Internet. Google, TripAdvisor ou Yelp à l'époque. Avant, pour être critique culinaire, il fallait avoir mangé dans 5000 restaurants et savoir écrire. Aujourd'hui, c'est plutôt 5000 personnes qui vont manger dans un même restaurant. C'est la dictature de la moyenne. Les restaurants passent leur temps à répondre à des avis. 1 étoile, les toilettes étaient pas propres. 4 étoiles, vraiment, rien à redire. Mais 5 étoiles, bordel!
Alors forcément, les restaurants ont dû s'adapter. Les community managers sont devenus aussi importants que les serveurs. On cuisine pour les clients, c'est vrai, mais on cuisine aussi un peu pour les algorithmes. Aujourd'hui, on vit une nouvelle mutation avec les réseaux sociaux. La critique n'est plus méchante, c'est une recommandation. On ne dit plus ce qu'on n'a pas aimé, on recommande des restaurants en donnant des endroits peu connus qui provoquent la surprise. Parfois, ça sent le partenariat à plein nez, ça manque d'authenticité. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une tendance de fond. L'exemple parfait, pour illustrer ce changement, est incarné par Emmanuel Jarry et son mari Mathieu, qui ont la chaîne C'est meilleur quand c'est bon. Hyper bon. Oh la vache, hyper bon. Ah oui, c'est très bon. Oh, putain, le menu du jour, mon Dieu, c'est bon. Ouh là là. Oh, le goût du jus. Bah oui, bah voilà. Évidemment. Elle ne parle que de ce qu'elle aime, elle réalise des formats courts, et surtout elle est sincère, elle est populaire. On est passé de la peur des guides à l'accueil chaleureux en vidéo, aux recommandations entre potes. La critique, elle est plus experte, elle est plus verticale. Je sais, tu sais pas. Elle est horizontale, on la partage. J'ai kiffé, tu vas kiffer. Est-ce que c'est mieux? C'est moins cruel, c'est sûr. Mais attention aux manipulations. Avant de conclure, et si ces formats vous plaisent, vous connaissez l'algorithme. Abonnement, like, commentaire. Et d'ailleurs, merci pour le soutien. C'est hyper important. Bon. Honnêtement, qui faut-il écouter? Les guides, les journalistes, les avis en ligne, les influenceurs? Honnêtement, peu importe. L'important, c'est de choisir un avis qui vous ressemble. Mais n'oubliez jamais une chose. Aujourd'hui, le critique, c'est vous. Et vous avez une responsabilité. Alors, avant de mettre un avis et une étoile, parce que vous étiez pas de bon poil ou parce qu'il faisait pas beau ce jour-là, réfléchissez et soyez juste. En attendant la prochaine vidéo, choisissez bien et mangez dans de bons restos, parce qu'il n'y a pas assez de repas dans une vie pour mal manger. Bon app!